partie d'une ligne qui s'écarte un peu des travaux qui ont été faits sur la toxicomanie et les addictions, notamment je pense à Bergeret avec le psychanalyste à l'écoute du toxicomane. Il s'agit du toxicomane en général. Personnellement, j'ai préféré partir du principe que si il existe un toxique spécifique, et notamment justement l'alcool, pourquoi l'alcool ? Et est-ce qu'il n'y a pas, d'une manière évidente, un lien entre la psychopathologie de celui qui l'utilise et le produit qu'il recherche électivement ? Bien sûr, c'est une position qui demande des explications sur les cas de polytoxicomanie qu'on observe à l'heure actuelle et de plus en plus. J'aurai certainement une idée là-dessus. Mais si on veut faire un travail rigoureux, je pense qu'il est préférable de s'attacher à ces personnalités dont la caractéristique c'est de ne pas pouvoir se passer d'alcool et d'avoir une compulsion à l'absorber d'une manière tout à fait folle puisque ça peut aller jusqu'à la mort. Et c'est là où, dès le départ, on est dans ce paradoxe alcoolique qui est tout à fait étonnant, qui est un paradoxe essentiel, à savoir que l'alcoolique sait bien que l'alcool le tue, mais en même temps, sans alcool, il ne peut pas vivre. C'est là, dans ce paradoxe, qu'on trouve, je crois, le noyau, tout à fait l'essentiel de la structure de cette psychopathologie qui m'apparaît en ce sens extrêmement spécifique, tout à fait particulière. Alors, c'est dans cet axe-là que j'ai travaillé, avec une autre hypothèse que je vais aborder d'emblée, qui n'est pas la mienne, que j'ai trouvé justement dans ce livre qui recueille plusieurs textes, des textes de plusieurs auteurs recueillis par Bergeret. Et cette idée que, en fait, ce que cherche celui qui absorbe une drogue, c'est dans les effets de la drogue reproduire la reviviscence de quelque chose qui lui correspond complètement. L'alcoolique est là pour compléter celui qui l'absorbe, parce qu'il existe un manque à lui-même, comme d'ailleurs Gentouve et Mijola l'avaient déjà souligné, et il a l'impression tout à fait euphorique au début d'enfin accéder à une auto-guérison. Donc il y a quelque chose là qui fait une entité en soi, à savoir que l'alcool et l'alcoolique ne peuvent pas être séparés. Ils font partie l'un de l'autre, et on peut pas les disjoindre pour faire de l'alcoolique quelqu'un comme tout le monde, puisqu'il a une caractéristique qui est d'en boire à en mourir. L'alcoolologie que je connais bien, parce que j'ai assisté aux congrès internationaux d'alcoolologie pendant de nombreuses années, et je me suis rendu compte que, en fait, l'alcoolique, qui est un être banal, enfin, qui se fond dans l'environnement social, qui est longtemps caché par cet environnement, eh bien en fait il est extrêmement subversif dans sa manière d'être malade, enfin d'être pathologique. Et justement, il a subverti le corps médical au point que ça les a mis complètement en crise. Pourquoi ? Parce que l'alcoolisme, qui a été défini comme une maladie par Magnus Huss, là, dans les années 1850, pour la première fois, le mot alcoolisme est apparu à ce moment-là, et il désignait à l'époque les maladies somatiques consécutives à l'absorption d'alcool. Donc la médecine, qui jusque-là ne s'intéressait pas aux ivrognes, s'est intéressée aux malades alcooliques. Et c'est là que la crise a commencé, parce que l'alcoolique ne correspond pas du tout au schéma habituel du traitement. Habituellement, le médecin diagnostique une maladie, il lui applique, il fait une prescription, le traitement est appliqué, et puis il y a une guérison. Et pour l'alcoolique, ça ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que personne ne met l'alcool dans le verre de l'alcoolique, mais personne ne peut non plus l'obliger à mettre autre chose dans son verre. Donc il y a une obligation d'écoute psychologique, et il ne s'agit pas de soigner l'alcoolique, il s'agit de l'accompagner dans une démarche personnelle
qui lui permettra de gérer lui-même sa pathologie. Personne ne peut gérer sa pathologie à sa place. Donc, dans cette optique-là, le corps médical s'est trouvé, je crois, complètement désemparé. Et du coup, on a essayé des tas de mise en coupe, de mise en statistique. Enfin, ça, je parle de l'alcoolologie déjà ancienne, d'expérimentation sur les rats, etc., pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Avec aussi les méthodes comportementales. Il s'agit d'une conduite, c'est un geste. Bon, eh bien, on va essayer par des exercices, par un entraînement, par un déconditionnement, etc. On va essayer de lui faire changer sa conduite. Puis ça ne marche pas non plus, ça. Alors, c'est là où l'alcoolologie s'est mise à appliquer des traitements, des prises en charge très diversifiées. On a fini par comprendre qu'il s'agissait d'agir sur la psychologie, que si on ciblait le symptôme, on se fourvoyait. Et là, on s'est mis alors à accumuler une quantité de méthodes qui sont tout à fait hallucinantes dans leur diversité, à savoir le toboggan en piscine, par exemple, bien sûr la peinture, les ateliers de création de toutes sortes, l'écriture, etc. Récemment, la composition sur ordinateur. C'est inimaginable le nombre d'idées que les alcoologues ont essayé de mettre en œuvre pour réussir à soigner l'alcoolique qui finalement échappe toujours. Parce que, bon, il est assez docile en fait, hein, il se plie à peu près à tout, mais il échappe continuellement. Alors, c'est cette agitation de l'alcoolologie qui m'a semblé une agitation dénuée d'attente, qui n'a pas la lenteur de la réflexion, et qui est peut-être dangereusement activée aujourd'hui par le fait que nous sommes dans une culture actuellement extrêmement dangereuse, dans la mesure où le réflexe est en train de se substituer à la réflexion. Alors, le danger, justement, c'est d'avoir des thérapies réflexes, de tirer sur tout ce qui bouge dans le domaine des addictions, quelles qu'elles soient. Le danger, c'est aussi de zapper le patient, en quelque sorte, d'une thérapie à l'autre, d'un lieu à l'autre, en oubliant qu'il est une personne et qu'il est le seul à pouvoir être responsable de son problème et à pouvoir le gérer. Donc, l'action qu'on peut avoir dans le domaine de la prise en charge, ce n'est pas le soin. Bien sûr, il s'agit de soigner les maladies qui découlent de la prise d'alcool, des maladies somatiques qui découlent de la prise d'alcool. Mais en ce qui concerne le problème dans son fond, eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner l'alcoolique. Et pour l'accompagner, il est très très intéressant de connaître sa psychologie, parce qu'il a des points de fragilité. Et c'est en connaissant, c'est en comprenant quels sont ces points de fragilité qu'on peut l'aider à traverser tout un parcours, à faire tout un parcours extrêmement difficile et périlleux qui va le conduire du paradoxe de départ, à savoir, je sais que l'alcool me tue, mais sans alcool, je ne peux pas vivre, au paradoxe de l'arrivée, qui va être tout aussi surprenant, bien que tout le monde trouve ça normal, alors que ça ne l'est pas du tout, à savoir, puisque je ne peux pas me passer d'alcool, je ne vais plus en boire une goutte. Ça, c'est faramineux. Donc, si vous voulez, il s'agit d'aider l'alcoolique de passer du premier paradoxe au deuxième. Et là, pour qu'il puisse réussir ce parcours, eh bien, nous avons à lui faciliter les choses et à prendre en compte ces points de fragilité chez lui qui peuvent tout à fait l'empêcher de réussir cette transformation. On peut parler de ces points de fragilité, bien sûr, à savoir que le premier, et qui me paraît extrêmement caractéristique de l'addiction alcoolique, c'est la honte.
Il y a chez les alcooliques une honte qu'on pourrait appeler fondamentale. Il y a eu la constitution d'une identité qui est quasiment, pour certains, une identité excrémentielle. Et ça, c'est terrible. Ça explique en grande partie le déni qu'on rencontre encore relativement souvent. Je pense que le déni, on peut l'expliquer au fond de deux manières assez schématiquement. Ça peut être vraiment un aveuglement sur soi, quelque chose comme ce que Fouquet appelait psychognosie, c'est-à-dire l'incapacité de se voir soi-même, bien sûr. Mais ça peut être aussi le résultat d'une trop grande honte. Dire je suis alcoolique, c'est vraiment rejoindre, avouer cette identité d'échec que je pense l'entourage a dû contribuer à imprimer chez l'alcoolique. Ça peut être une première explication du déni. La deuxième explication, elle est plus complexe. C'est le fait que l'alcoolique a besoin d'alcool, il le sent comme quelque chose de vital. Le priver d'alcool, c'est l'amputer d'une partie de lui-même. Ce sont leurs propres termes. Et donc, il s'agit de protéger à tout prix cet alcool qui lui colle à la peau et dont il ne peut pas se séparer sans éprouver une écorchure. Enfin, il est écorché vif sans alcool. Donc ça, c'est pour parler du déni en relation avec la honte. Donc, premier point, soigner la honte. La honte, ça se soigne. L'alcool est l'anxiolytique le plus puissant. Et d'autre part, il n'a pas de substitut. Il y a des substituts à l'héroïne. Il n'y en a pas pour l'alcool, par rapport à son pouvoir anxiolytique. Donc à chaque fois que l'angoisse surgit, la prise d'alcool est quasiment automatique. Et l'angoisse surgit chez les alcooliques, tout particulièrement dans tous les franchissements d'entre-deux. Ce à quoi l'alcoolique tend, c'est à un présent perpétuellement entretenu et dans une continuité parfaite. Et à chaque fois qu'il y a une rupture, à ce moment-là, l'angoisse de l'entre-deux surgit. Et ce peuvent être des ruptures extrêmement fortes, mais rares, comme la perte du travail ou le divorce, etc. Mais beaucoup plus concrètement et beaucoup plus quotidiennement, ce sont toutes les ruptures qui se présentent dans une journée, à savoir le passage d'un lieu à un autre, le passage d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, et notamment chez les alcooliques, il y a une difficulté d'anticipation. Nous avons une continuité dans notre vie psychique parce que quand nous allons dans un lieu que nous ne connaissons pas et que nous rencontrons des personnes que nous ne connaissons pas, nous anticipons la situation. Même si notre anticipation ne correspond pas à ce que nous trouvons, néanmoins, nous nous y sommes préparés. Pour les alcooliques, c'est un trou. Il y a un trou là, quelque chose de noir, qui fait que pour l'affronter, il faut obligatoirement boire. Et c'est flagrant parce que on observe qu'à la sortie de l'hôpital, à la sortie de la maison de cure, comme à l'entrée d'ailleurs, eh bien l'alcoolisation est quasiment incontournable parce qu'elle sert à franchir l'entre-deux. Donc ça, l'accompagnement, comme les groupes d'anciens buveurs l'ont compris, le font systématiquement. On va toujours chercher un nouveau pour l'emmener à la réunion. On le raccompagne chez lui dans les premiers temps, jusqu'à ce que la ritualisation de l'habitude vienne en quelque sorte gommer cet entre-deux anxiogène. Autre chose par rapport à l'angoisse, justement. Si l'alcoolisation est liée à l'angoisse, l'action la plus évidente, c'est d'essayer de diminuer celle-ci. Alors, diminuer celle-ci, ça peut être aussi lui donner des exutoires qui ne sont pas la prise d'alcool. Et ces exutoires, ces expressions plus exactement, ça peut être tout simplement traduire cette angoisse dans un objet. L'alcool court-circuite la pensée.
Les alcooliques sont des gens qui font avant de penser. Eh bien, il faut travailler au plus près de leur fonctionnement naturel. Si vous leur demandez de prendre un crayon, un papier, de penser et surtout de prévoir l'avenir, vous allez créer une panique chez eux. Si vous leur proposez un matériau, quelque chose qui se touche, et un geste qui va être un geste de faire, ce sera beaucoup plus facile pour eux et ça n'a pas besoin d'être accompagné de paroles. Ça peut être fait spontanément comme un jeu d'enfant qui manipule ses objets, qui en même temps verbalise, mais qui n'a pas à chercher le pourquoi, le comment, etc. Si bien qu'à ce moment-là, la résolution de l'angoisse se fait en douceur. Un gros écueil de la prise en charge des alcooliques, c'est la formation psychanalytique des thérapeutes. Non pas qu'elle ne soit pas utile, sinon indispensable pour comprendre les alcooliques, mais où elle n'a pas lieu d'être, c'est dans la relation avec le patient, parce que la prise en charge d'un alcoolique ne consiste pas dans l'analyse du transfert, et dans la remémoration et la remise dans le jeu de la pensée des traumatismes qui jalonnent leur histoire. Bon, on pourra reparler d'un traumatisme initial qui est très précoce, qui est trop précoce vraisemblablement pour être remémoré, mais ce traumatisme initial, cette faille traumatique initiale, elle est réactivée par des traumatismes de l'enfance que l'on retrouve dans 90%, voire davantage, de leur anamnèse. Alors, l'erreur des soignants, souvent, c'est de penser que si ce traumatisme réussit à être verbalisé et à être relié à l'alcoolisation, il l'est de fait, eh bien, le problème va être résolu. C'est tout l'inverse qui se produit. À chaque fois que le traumatisme est remémoré, et qu'il devient la cause consciente de l'alcoolisation, à chaque fois, l'angoisse monte et l'alcoolisation est quasiment inévitable. Donc, il faut travailler à côté. Il ne s'agit pas de faire ça, il ne s'agit pas de cibler le traumatisme et l'angoisse, il s'agit de leur donner des moyens d'expression qui sont des moyens détournés dans la création, dans la terre, pas du tout dans les activités stéréotypées qu'on peut leur proposer et dans lesquelles ils vont s'engouffrer. Il ne s'agit pas d'imiter, il ne s'agit pas de reproduire, il s'agit de leur donner le moyen de dire par leur objet, l'objet qu'ils vont créer, des objets tout à fait étonnants d'ailleurs parce qu'ils ne tiennent pas debout, enfin ils sont vraiment l'image de leur corps archaïque avec ses zones aveugles, ses non-ressentis, son inertie. Donc ces objets vont être ça. Mais en même temps, comme le disait Jean Guillaumin, le créateur, quel qu'il soit, se répare au dehors, dans l'objet qu'il forme. Donc voilà une façon d'accompagner les alcooliques en comprenant l'enjeu. On ne doit pas, dans ce cas, mépriser l'ergothérapie ou mépriser ces prises en charge corporelles. Contrairement aux idées reçues, aucun créateur alcoolique, éventuellement magistralement créateur, comme par exemple Francis Bacon ou Malcolm Lowry dans l'écriture, aucun créateur n'écrit sous alcool, n'écrit ou ne peint sous alcool. On boit ou on crée, mais on ne fait jamais les deux à la fois. Pourquoi? Parce que pour créer, il faut avoir les mains occupées et il faut avoir le geste
net, hein, il faut avoir le geste précis. Et vous ne pouvez pas tenir à la fois un verre et en même temps manipuler de la terre. Vous ne pouvez pas tenir un verre et en même temps avoir un pinceau qui fasse ce que votre esprit a envie de le voir faire. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ces groupes-là de création ont l'intérêt de permettre d'y faire entrer des gens qui boivent, qui sont en plein marasme alcoolique, et vous les verrez au fil des séances, peu à peu, se détacher de l'alcool, devenir de plus en plus sobres, parce qu'il n'y a pas que l'abstinence, il y a aussi la sobriété, parler de leur corps, échanger entre eux sans dire un mot sur l'alcool. Au fond, pourquoi ne pas l'oublier? Et puis s'intéresser à ce qui se passe, renouer des relations, prendre goût à autre chose qu'à ce geste stupide, finalement automatique de boire. Mijola et Shentoub l'avaient déjà tout à fait bien souligné. Le corps des alcooliques n'est pas un corps organisé. C'est un corps qui présente des zones non symbolisées, des zones absentes. L'image du corps, et en particulier l'image du corps archaïque, c'est une image qui tient ensemble, qui n'est pas menacée de morcellement comme chez le psychotique délirant, mais c'est un corps qui tient ensemble par un processus métonymique, c'est la partie pour le tout. Et là, le corps médical apporte une nomination et donc une existence. Les chirurgiens ont l'habitude de faire ça, ils entrent dans la salle, où est le bras? Eh bien, pour les alcooliques, c'est tout à fait salvateur parce qu'ils s'identifient à cet organe et ça leur permet de se ressentir comme un tout, alors que beaucoup de leurs zones corporelles n'ont pas d'existence parce que vraisemblablement elles n'ont pas été nommées. Elles n'ont pas été discriminées dans la toute petite enfance, soit parce que l'entourage a été négligent de ce côté-là, soit parce que les caresses ont été remplacées par des coups. Les coups rendent inerte le corps, la douleur rend le corps inerte, soit aussi parce qu'il peut y avoir eu des avatars biologiques, éventuellement même génétiques, qui fassent que ce corps est un corps souffrant, mais souffrant au sens en souffrance, abandonné comme un paquet, sans signification et sans érogénéisation. Mijola et Shentoub ont insisté suffisamment sur le fait qu'on ne peut pas parler d'oralité chez l'alcoolique, c'est une grosse erreur. La bouche est un fourre-tout. On dirait que cette bouche n'existe pas et que l'alcool est appelé sans cesse à créer la sensation d'une bouche qui n'éprouve pas de plaisir, en fait. Alors, là où je veux en venir, c'est que dans l'accompagnement, eh bien, on peut rendre tous les soins corporels thérapeutiques en les faisant avec douceur, en les nommant, en invitant le patient à écouter son corps, à ressentir quelque chose, à parler de la sensation qu'il ressent. Bon, ça concerne les soins les plus simples qu'on puisse leur administrer en médecine, mais ça concerne aussi toutes les prises en charge de relaxation dans lesquelles on nomme tout. On fait avec le patient un voyage dans son corps par toutes petites parties, un petit peu comme on acquiert l'abstinence pour un alcoolique minute par minute, 24 heures par 24 heures, sans chercher d'emblée un résultat qui soit un résultat d'avenir. Eh bien, pour réussir à ce que l'alcoolique se réapproprie son corps, eh bien, il faut y aller comme ça, par toutes petites touches, très délicate parce que c'est un écorché vif, mais ça accompagne et ça soigne finalement les alcooliques. Les alcoologues, dans quelque institution que ce soit, mettent les alcooliques en groupe. Ça, c'est... Ils se réunissent en groupe d'alcoologues, mais ils mettent systématiquement les patients en groupe. Et alors, le fonctionnement de ces groupes est très très différent d'une institution à l'autre. Et la plupart du temps, je pense que ça correspond
à la difficulté qu'ont les alcoologues de se sentir en groupe eux-mêmes. La plupart du temps, ce sont des groupes qu'on pourrait appeler des groupes de travail. Non pas qu'il s'agisse d'un travail au sens habituel du terme, mais ce que les spécialistes des groupes appellent un groupe de travail, c'est-à-dire un groupe qui a une tâche. Donc on donne aux alcooliques une tâche. Généralement, la tâche, c'est de parler d'alcool, ce qui ne me paraît pas absolument indispensable. Et d'autre part, c'est une tâche autour d'un support, soit un thème qui est la plupart du temps imposé par les animateurs, quelquefois choisi par le groupe, mais dans un éventail qui leur est proposé, ou alors il s'agit de parler d'un film, d'un livre, d'une proposition quelconque. Le thème est là pour faciliter le groupe. C'est vrai que le fonctionnement d'un groupe qui a une tâche est beaucoup plus facile à gérer pour les animateurs qu'un groupe qui n'a pas d'autre tâche que de s'observer lui-même, à savoir le groupe de base décrit par Anzieux à la suite de Bion. Alors, en ce qui concerne ces groupes d'alcooliques, il y a plusieurs approches possibles de ces groupes. Et on peut en avoir principalement deux qui sont très intéressantes. C'est d'une part le modèle de la psychologie sociale, et notamment celui de Lewin. Et deuxièmement, évidemment, le groupe tel qu'il a été décrit par les psychanalystes des groupes, K.S. et Anzieux, et notamment dans cet ouvrage qui s'appelle « Le groupe et l'inconscient ». Alors, je crois que les deux approches sont deux volets extrêmement complémentaires qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Il serait absolument impensable de mettre les alcooliques qui sont des participants qui ont besoin de se donner une peau commune, justement à cause de leur corps dont la symbolisation et l'hétérogénéisation n'est pas acquise. Ce serait très difficile. Sur le plan sociologique, par exemple, un sociologue qui s'appelle Cerclé a très bien remarqué que dans ces groupes d'alcooliques, il n'y a pas la métaphore corporelle de groupe. On parle de membres, c'est vrai, mais il n'y a pas cette nécessité de se sentir en petit groupe fermé. Le groupe d'alcooliques est extrêmement rarement un groupe fermé. Il est presque toujours un groupe ouvert, c'est un groupe passoire où circulent les participants. L'approche psychosociale du groupe me paraît extrêmement intéressante et tout à fait conforme à ce que Lewin avait mis en place dans les années 40, enfin c'était après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, pour faire changer une norme sociale. Il s'agissait en l'occurrence, par exemple, de convaincre les mères d'abandonner les laits artificiels pour utiliser le lait maternel. Bon, là, il est question de liquide, les alcooliques arrivent dans le groupe. En tout cas, je peux parler de celui que j'ai animé pendant très longtemps à l'hôpital de Saint-Germain. Ils arrivent dans ce groupe, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Ils y viennent pour une raison précise, à savoir que la norme sociale, c'est de boire de l'alcool. Tout autour d'eux, on boit de l'alcool. Et quand ils arrivent dans le groupe pour la première fois, leur discours, c'est toujours « moi, je bois comme tout le monde ». C'est pas vraiment faux. Et ils arrivent là avec cette norme sociale, et le travail du groupe, c'est de les faire ressortir avec un changement de norme. À savoir que la norme, ça va être l'abstinence. Donc il s'agit de les faire passer du groupe social alcoolisé au groupe des abstinents, au groupe néphaliste. Et ça, c'est vraiment le travail du groupe dans la perspective psychosociale. Comment se fait ce changement de norme? Eh bien, il se fait avec un dispositif qui a été testé par Lewin comme étant de loin le plus performant, c'est le groupe de discussion. Le groupe de discussion s'est avéré, dans tous les cas, de loin le meilleur. Et ça, je voudrais attirer l'attention des collègues
qui travaillent dans des groupes d'alcooliques, il ne faut pas oublier que le groupe qui va être là pour écouter un exposé sur les dégâts de l'alcool sur le foie, ou toute autre proposition tout à fait pertinente en soi, eh bien ce groupe, si on l'envisage comme un groupe qui doit être producteur d'abstinence, eh bien il sera beaucoup moins efficace qu'un groupe de discussion libre. Et ce groupe de discussion libre, eh bien il est tout naturellement animé par la diversité des participants et par le fait qu'il est important dans ces groupes qu'il y ait des abstinents confirmés. Et qu'en quelque sorte, tous les représentants de ce parcours d'abstinence, depuis celui qui vient au groupe en disant « moi je bois comme tout le monde, j'ai aucun problème d'alcool », jusqu'à celui qui ne boit plus depuis 15 ans ou 20 ans, eh bien c'est très important que tous ces représentants des étapes du parcours soient ensemble et puissent se parler. Alors ça, c'est le volet, c'est l'approche psychosociale de ce groupe d'alcooliques. Mais les moniteurs de ce groupe, eux, eh bien, ils ont tout intérêt à avoir la formation psychanalytique d'animateurs de groupe, qui est tout à fait intéressante et claire chez Anzieux. Le moniteur est là pour maintenir en fonctionnement la pensée de ce que K.S. a appelé l'appareil psychique groupal. Les 3 difficultés que je signalais que peuvent rencontrer les moniteurs dans de tels groupes, eh bien la première, c'est ce que Bion a appelé une fragmentation du groupe par des interactions duelles entre le leader et chaque participant. C'est-à-dire que si vous avez dans le groupe un moniteur qui est considéré par le groupe comme un chef, et le chef qui sait tout, et dans ce cas-là, je dois dire que le chef de service comme animateur de groupe est redoutable, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, parce que chaque participant va l'interroger en lui demandant « et qu'est-ce que vous pensez de mon traitement ? Et quand est-ce que je vais sortir ? Et pourquoi ça s'est passé comme ça ?» Et on arrive à des choses comme « pourquoi n'y a-t-il plus de papier dans les toilettes ?» etc. Si jamais le moniteur répond individuellement, le fonctionnement du groupe est complètement barré. Le groupe ne fonctionne plus comme tel. Il n'y a plus de groupe. Donc à ce moment-là, bien sûr, le groupe n'a plus de fonction de changement de normes. Le deuxième écueil que rencontrent les moniteurs, c'est quand un moniteur en particulier n'est pas très expérimenté, il va laisser les choses se faire. Et comme il y a une certaine angoisse dans le groupe, quand les moniteurs ne font pas leur fonction de contenant, eh bien, il va s'établir une sorte de jeu de balle de tennis entre 2 participants qui vont prendre la parole et qui vont se renvoyer la balle en permanence. Alors vous allez voir les participants qui vont regarder la balle passer d'un joueur à l'autre. Et là non plus, vous n'aurez pas de fonctionnement de groupe si vous laissez cette situation-là s'installer. Et alors il y a un troisième écueil qu'il n'est pas bon de laisser se développer non plus, c'est ce que Bion a appelé le fight-flight, c'est-à-dire la désignation d'un ennemi extérieur au groupe et qui focalise les angoisses et l'agressivité du groupe. Alors c'est soit un soignant qui n'est pas le bon, soit plus souvent un des participants qui n'est pas là. C'est toujours un absent, si vous voulez. Le groupe se réunit pour attaquer ensemble celui qui n'est pas là. Et dans cette troisième configuration, eh bien c'est la même chose. Vous ne pouvez pas faire de travail de groupe. Le travail des moniteurs, c'est un travail d'analyse. Et c'est là où la formation psychanalytique est importante. C'est un travail d'analyse, mais qui ne donne pas lieu à des interprétations, bien sûr, et qui se borne uniquement à avoir la capacité d'exprimer pour le groupe et à lui, en lui demandant d'ailleurs son avis, qu'est-ce que le groupe en pense, qu'est-ce que nous ressentons en ce moment. Est-ce que quand on aborde tel sujet, il n'y a pas une angoisse qui se lève?
Est-ce que quand on aborde de tels sujets, au contraire, eh bien vous voyez, nous sommes tous en train de rire, voilà le sujet qui finalement nous réjouit tous. Vous voyez, le moniteur est en quelque sorte un miroir de ce qui se passe dans le groupe, et quand un des participants pose une question personnelle, eh bien la réaction du moniteur, c'est qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que d'autres ont déjà vécu cet événement, etc. Donc le moniteur a une fonction contenante du groupe et une fonction aussi facilitante des échanges, à savoir veiller bien sûr à la régulation, que la prise de parole ne soit pas toujours faite par le même, que celui qui a envie une attention un peu aiguë aux réactions des uns et des autres pour voir qui a envie de parler, qui n'a pas pu le faire, une fonction en quelque sorte de traduction entre les participants. Je pars du principe que chacun a une part psychotique en lui, des noyaux psychotiques. Il y a de nombreux auteurs qui les ont soulignés, et Pierre Aulagnier notamment, et qui dit que ces processus primaires psychotiques continuent à fonctionner pendant toute la vie, simultanément avec des processus secondaires qui ont été acquis ultérieurement. Donc j'ai éprouvé la nécessité de parler de la part alcoolique du soi pour atténuer peut-être l'impact de ce que j'ai écrit dans la problématique alcoolique, qui pouvait laisser finalement penser que les alcooliques étaient des psychotiques graves. Or, je pense que l'alcoolisme, c'est une modalité psychotique parce que la part alcoolique, la part psychotique de ces personnes s'exprime sur un mode alcoolique et que ce sont des gens, quand cette part alcoolique est extrêmement active, ce sont des gens dont la part préservée, ou la part névrotique au sens normatif, adaptatif des choses, est complètement débordée. Et là, effectivement, on peut parler de fonctionnement psychotique. Mais il n'empêche que tout un chacun, même les psychotiques délirants, ont des zones préservées qui leur permettent de penser, qui leur permettent d'aimer, qui leur permettent une vie adaptative, pas toujours suffisante, quelquefois très étroite, mais néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse voir la personnalité comme ça, en termes de tout ou rien. Qu'est-ce que c'est le symptôme alcoolique? Le symptôme alcoolique, c'est quelque chose, c'est un symptôme dont on évacue, vraisemblablement par refoulement, de l'extérieur, une grande partie des composantes. Il s'agit d'un geste automatique qui comporte un verre, c'est-à-dire un objet dur, et un liquide qui apparaît et qui disparaît. Et il s'agit d'effets consécutifs à cette absorption, qui sont des effets extrêmement proches de ce que peut être le nourrisson aux tout premiers âges de la vie. Il s'agit de ne plus savoir marcher, il s'agit de perdre cette capacité d'auto-maintien, il s'agit de gesticuler dans tous les sens, de proférer des vociférations qui n'ont pas de sens. Et c'est là justement, c'est là ce qu'on oublie, parce que les alcooliques auxquels pensent les thérapeutes, c'est l'alcoolique bien propre dans son petit pyjama de l'hôpital. Or, l'alcoolique, quand il est en train de pratiquer son symptôme, eh bien, il perd la maîtrise de ses sphincters. Donc l'alcoolique, c'est quelqu'un qui ingurgite répétitivement et qui pisse tout autant, qui a de la diarrhée et qui parfois vomit. Pourquoi? Parce que les quantités de liquide qu'il ingurgite sont généralement phénoménales. Moi, j'ai entendu parler de 40 bières par jour, 8 litres de vin, etc. Et tout ça, ça ne va pas sans entrer et sortir. Et finalement, si l'alcoolique pousse les choses jusqu'au bout, il va sombrer dans le coma et dans l'inconscience, tout à fait comme pourrait le faire un nourrisson abandonné, sans soin, qui finalement s'endort pour ne plus rien sentir. Il est là, il est abandonné dans ses liquides biologiques. Le cri le plus terrible, c'est celui qu'on n'entend pas. Quand il a dépassé la rage, quand il a dépassé tout ce qui lui était possible de faire dans son impuissance, eh bien à ce moment-là, il sombre dans l'inconscience. Et on le retrouve là,
tout mouillé, quoi. C'est Bukowski qui définissait l'alcoolique et il en savait quelque chose par cette phrase, enfin cette image horrible. C'est un rat mouillé dans la pisse. C'est ça le symptôme alcoolique. Alors si j'insiste, c'est justement parce que la plupart du temps, on en occulte une partie, une grande partie. Et quand on voit un symptôme comme celui-là, eh bien, on est bien obligé de convenir que c'est un symptôme qui a son ancrage dans les premiers temps de la vie. C'est un symptôme qui met sous les yeux, enfin qui remet en scène une régression extrêmement archaïque. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça correspond à une angoisse. À chaque fois, il s'agit d'une angoisse terrorisante qui n'a pas de nom, des angoisses qui ne sont pas différenciées les unes des autres. Quelle que soit la cause de l'angoisse, elle est toujours résolue par la même chose, c'est-à-dire par ce geste instinctif de survie qui est l'ingurgitation. Une ingurgitation sans plaisir. Et c'est là où je peux parler d'angoisse psychotique, parce que c'est pas du tout une angoisse libidinalisée. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir cette bouffée vertigineuse de se demander qui on aime et par qui on est aimé et quel est le pas qu'on va franchir ou qu'on ne franchira pas, ou, etc. Non, pas du tout. Il s'agit de survivre à une catastrophe psychique imminente devant laquelle on préfère disparaître psychiquement, corporellement et psychiquement. Le troisième point, c'est le caractère répétitif du symptôme, qui est à la fois répétitif dans ses modalités, c'est-à-dire que pour chaque alcoolique donné, la plupart du temps, les choses se répètent de la même façon, c'est-à-dire qu'il va boire au même endroit, à intervalles réguliers, il boira la même chose. C'est extrêmement rare. C'est quand ils n'ont pas autre chose sous la main qu'un alcoolique boit ce qui n'est pas sa boisson habituelle, mais enfin, là aussi, il y a une répétition. Et c'est répétitif dans ses modalités temporelles, mais c'est répétitif aussi dans le geste. Tous parlent d'automatisme. Je commence, et ensuite, automatiquement, je continue. Et il continue jusqu'à ce qui est, pour chacun, vraisemblablement, la reviviscence d'un traumatisme initial, qui ne peut être une faille traumatique extrêmement précoce, puisque la reviviscence qui nous en est donnée à voir est la reviviscence de quelque chose de très, très, très profond, très, très obscur, très... Vraisemblablement, cette faille psychique qu'on pourrait mettre au pluriel à l'origine de la vie, pour des raisons qui sont carrément enfouies dans l'obscur des couches archéologiques, eh bien, elles sont réactivées par la suite dans des anamnèses qui sont extrêmement effrayantes, enfin, qui sont extrêmement surprenantes, dans ce qu'ils peuvent en dire. Ce sont des traumatismes que j'ai trouvés tout à fait différents de ceux dont faisaient état des sujets non alcooliques, parce que avec Marie-Madeleine Jacquet, nous avons fait une recherche qui a porté sur un grand nombre d'alcooliques. Moi, j'ai eu des entretiens avec plus de 200 d'entre eux et des tests projectifs. Mais nous avons aussi rencontré des sujets non alcooliques du même âge, enfin à peu près du même contexte socio-culturel également. Et ce qui était très frappant, c'est que jamais aucun alcoolique n'a parlé de cicatrisation. Alors que quand les sujets non alcooliques faisaient état de blessures ou d'accidents, parce que l'ouverture du corps est un thème récurrent chez les alcooliques, et par rapport à cette ouverture du corps, qui peut survenir chez n'importe qui finalement, eh bien c'était frappant d'entendre les sujets non alcooliques définir l'ouverture par les points de suture. J'ai eu le crâne ouvert et j'ai eu 12 points de suture. Et le nombre de points de suture définissait
l'ouverture. Alors que chez les alcooliques, jamais, absolument jamais. La plupart du temps, d'ailleurs, ce qu'ils décrivaient, c'était des scènes entre leurs parents. Beaucoup, on dit, certaines études disent 70%, mais enfin on peut penser que c'est autour de ça, ont eu des parents alcooliques ou des grands-parents alcooliques, quelquefois les deux. Et évidemment, ils ont grandi dans une atmosphère où les objets traversaient l'espace, les hurlements aussi, et ils avaient sous leurs yeux, dans leur enfance, des scènes qui certainement réactivaient une scène primitive, terrorisante. Mon père a ouvert le crâne de ma mère d'un coup de bouteille, le sang coulait partout, enfin, on entend beaucoup parler de ça, sans parler aussi de ceux qui ont subi des traumatismes qui étaient dus à des choses tout à fait étrangères à leur milieu familial, mais des circonstances malheureuses, des accidents de voiture, des choses comme ça, ça se passe exactement finalement comme pour la névrose traumatique. Si on a une enveloppe psychique bien solide à l'origine et qu'on ait un accident qui vous mette dans cette situation d'angoisse paroxystique qui est le noyau de la névrose traumatique, eh bien on va cicatriser, l'enveloppe psychique va se cicatriser. Mais si auparavant on a une enveloppe psychique qui ne tient pas ou qui est mal formée, eh bien évidemment à ce moment-là l'effraction de l'enveloppe psychique va être irrécupérable, enfin la cicatrisation psychique ne va pas pouvoir se faire. Et ça je suis assez contente de cette idée parce que j'ai eu l'impression d'ajouter aux théories d'Anzieu quelque chose. Parce que Anzieu a décrit toutes les fonctions du moi peau en étayage sur les fonctions de la peau, mais à ma connaissance, il n'a pas parlé de la fonction de cicatrisation. Et c'est grâce à cette notion d'enveloppe psychique apportée par Anzieu que j'ai pu comprendre le traumatisme et la manière dont il se cicatrise ou il ne se cicatrise pas. Alors, chez ces alcooliques, on trouve donc dans leur anamnèse des traumatismes extrêmement violents et vraiment très très effrayants, mais on peut trouver aussi, on peut en faire la supposition, qu'il y a eu aussi dans leur enfance des traumatismes que Masoud Khan a appelés cumulatifs, qui sont en fait des petites atteintes venant de l'entourage qui, si elles étaient isolées ou si elles étaient peu fréquentes, permettraient une cicatrisation, mais qui, dans ce cas de fréquence, d'insistance, finissent en quelque sorte par creuser la plaie. Et s'il y a eu déjà précocement une fragilité due à une faille telle que nous avons pu la décrire, eh bien à ce moment-là, ces traumatismes cumulatifs deviennent extrêmement dommageables. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que Masoud Khan, qui ne s'occupe pas du tout des alcooliques et qui n'en parle pas, décrit dans les personnalités chez lesquelles il a décelé ces traumatismes cumulatifs, une sorte d'agitation perpétuelle et de fuite en avant, de tendance à mettre sa vie en jeu, cette espèce d'ordalie, de tendance à l'ordalie, qu'on retrouve aussi chez les alcooliques. Ce qui m'a intéressé dans cette origine traumatique de l'alcoolisme, et cette répétition ensuite d'une reviviscence perpétuellement remise en scène, perpétuellement rejouée, avec un espoir perpétuellement déjoué aussi et vain de la réagir, ça m'a donné à réfléchir sur ce qu'il en était des répétitions soignantes. Parce que les alcooliques, instinctivement, et toujours dans ce mode répétitif qui est le leur, vont multiplier les hospitalisations, vont se faire rejeter mais reviendront quand même, etc. Et c'est là où les équipes soignantes ont la question à se poser de savoir est-ce que la répétition que nous donnons à la prise en charge des alcooliques est une répétition traumatique ou est-ce une répétition soignante ? Les alcooliques ont besoin de répétition. Là aussi, c'est un petit peu comme dans l'idée qu'il faut remplacer un geste par un autre en allant au plus près de leur fonctionnement spontané, en quelque sorte. Eh bien, puisque les alcooliques sont dans la répétition, les soins aussi peuvent être dans la répétition, la prise en charge peut être dans la répétition, à condition que ce soit une répétition soignante, c'est-à-dire qu'à chaque
étape de la répétition, il y ait un petit progrès de fait. Le tout ou rien de l'abstinence est très grave. Parce que recevoir un alcoolique pour la première fois et lui dire maintenant plus jamais d'alcool, bon là c'est le trou. On le fait tomber, on le fait tomber. Le discours des alcooliques est émaillé. La faille psychique dont il est question à l'origine peut très bien se décomposer et on peut avoir des hypothèses psychogénétiques, notamment au sujet du portage dont le bébé a été l'objet. L'angoisse primitive du bébé, d'après les Claniens, c'est une angoisse de chute. Et le vocabulaire des alcooliques ne parle que de cela. De chute, de rechute, de retombée, de toboggan, de remontée, etc. quoi. Donc, la répétition soignante, c'est en quelque sorte une manière de porter l'alcoolique petit à petit, de l'habituer, de le soutenir, jusqu'à ce qu'il se sente apte à se soutenir lui-même. Comme dans toute situation, je crois qu'il y a beaucoup de choses bonnes qui se font, beaucoup. En particulier, j'ai entendu récemment le professeur Parquet qui en était à convenir que la médecine ne pouvait rien faire pour les alcooliques. Il se démettait en quelque sorte de ses pouvoirs et savoirs en comprenant que les alcooliques sont les seuls à être capables de gérer leurs problèmes eux-mêmes. Alors le tout ensuite, c'est d'appliquer la meilleure compréhension de leurs difficultés pour les accompagner. On en est maintenant à penser qu'il ne s'agit plus de soigner, mais qu'il s'agit d'accompagner. Et ça, c'est un énorme progrès. Par exemple, en Belgique, quand on a affaire à un alcoolique qui n'est pas du tout prêt à l'abstinence, eh bien, on maintient l'alliance thérapeutique justement en travaillant beaucoup par rapport à la honte, et puis on lui propose, eh bien faisons un plan ensemble, et puis voyons comment ça se passe. Et puis quand on se reverra, on fera le point à nouveau. Donc si vous voulez, on accompagne une sobriété qui généralement ne tient pas. Mais à ce moment-là, ça permet de faire le constat avec l'alcoolique que la sobriété ne tient pas. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est proposer un éventail de prise en charge. Et la question qui me paraît la plus négligée, enfin la plus délicate, c'est celle des alcooliques graves. Parce que quand on a affaire à des gens dont l'alcoolisme, dont la part alcoolique est tellement envahissante, qu'elle gère toute la personnalité et qu'elle asservit complètement les capacités adaptatives du sujet, là, les équipes sont extrêmement démunies et ne savent pas par quelle boule prendre. Parce que, malgré tout, quand on a affaire à quelqu'un qui a une part adaptative qui fonctionne assez bien, on peut s'adresser à cette part adaptative pour lui dire « Bon, ben voilà, vous buvez trop, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire? Est-ce que vous avez envie, par exemple, d'essayer d'aller à un groupe d'alcooliques anonymes pour écouter ce qui se dit, etc. » Il y a une capacité, déjà, il y a une petite capacité d'autogestion qui peut se développer. Et quelquefois, cette petite capacité d'autogestion est absente. Et à ce moment-là, il est important de ne plus cibler du tout le symptôme, plus du tout. Je donnerai le cas d'une quasi-clocharde alcoolique que les institutions se renvoyaient perpétuellement et que finalement plus personne ne voulait prendre en charge, jusqu'à ce qu'une infirmière dans un CMP dise « Moi, je vais m'en occuper ». Et elle a commencé avec elle des séances de dessin, c'était comme ça, de dessin que la patiente continuait chez elle, rapportait, etc., avec un contact très très ritualisé, qui commençait toujours par une tasse de thé et qui finissait par une tasse de thé.
Et cette patiente qui s'était jetée par la fenêtre, qui boitait à cause de ça, qui avait donc fait plusieurs tentatives de suicide, parce que à chaque fois qu'il lui arrivait une rupture dans la vie, et elle en avait beaucoup, elle s'alcoolisait énormément, et en étant alcoolisée, elle cherchait le pire, d'où cet accident-là en particulier. Et quand elle était à nouveau alcoolisée, parce qu'elle avait eu un événement anxiogène, l'infirmière qui était au CMP faisait le lien avec une hospitalisation à plein temps, et on la mettait en hospitalisation à plein temps, mais les séances continuaient au CMP. On allait la chercher au CMP, à l'hospitalisation en plein temps, pour l'emmener à ces séances du CMP. Et elle participait en parallèle à un groupe qui était, je crois, un groupe de terre, avec 2 autres soignantes. Et pour éviter les ruptures de l'absence, quand l'infirmière qui s'occupait d'elle personnellement était absente, la patiente avait, avec les autres soignants, la tâche de lui dessiner des cartes postales qu'elle lui envoyait sur son lieu de vacances. Donc si vous voulez, il y avait un lien thérapeutique qui s'était tissé petit à petit et qui a fait qu'au bout de, disons, 3 ans, l'alcoolisation avait énormément diminué. Quand la patiente sentait arriver la crise, elle allait d'elle-même demander l'hospitalisation. Les hospitalisations étaient de plus en plus courtes. Et finalement, cette patiente qui avait la particularité au départ d'assaillir du coup de fil, c'était ça qui exaspérait les institutions, c'est que dès qu'elle avait bu, elle téléphonait sans cesse. Eh bien, elle a fini par se servir du téléphone pour appeler des amis qu'elle s'était fait dans l'institution et pour appeler uniquement quand elle en avait besoin. Donc si vous voulez, là, il ne s'agissait pas d'espérer obtenir l'abstinence et puis de voir la patiente se transformer en alcoolique abstinente. Non, il s'agissait simplement de la sauver d'une modalité psychotique qui mettait sa vie en danger et qui faisait qu'elle était abandonnée de tous les soins.